Alain, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de parler après toi. Je crains que je ne fasse que mettre beaucoup de confusion dans toutes les choses très claires qu'Alain vous a expliquées. J'ai mis la photo des cellules dendritiques, je l'ai un peu agrandie. Je ne sais pas qu'elle est plus belle, mais c'est juste une photo différente. Elle est un petit peu plus belle quand même. Des cellules dendritiques à l'état immature, donc non activées et activées. Donc ça illustre ce que Alain vous a montré, ce changement d'état qui en fait va permettre aux cellules dendritiques d'instruire le système immunitaire et d'expliquer, d'apprendre au système immunitaire comment il faut réagir contre une situation pathologique donnée. En fait, je vais commencer par vous faire une introduction où je vois que je vais répéter pas mal de choses qu'Alain a dit, donc je vais essayer de les dire d'une façon un peu différente. Et la première chose, donc je suis parti sur l'idée de vous faire un séminaire sur la reconnaissance dans le système immunitaire et la présentation antigénique. Et ensuite, je me suis un peu spécialisé. Je vais passer beaucoup de temps à vous parler de présentation croisée. Mais juste pour introduire cette reconnaissance moléculaire dans le système immunitaire, je voulais l'illustrer avec cette diapositive qui en fait définit les deux grands systèmes de reconnaissance moléculaire. Pour répondre de façon efficace contre une infection, on a besoin de deux choses. On a besoin de reconnaître le type de danger, donc de reconnaissance innée de ce qui est en train d'envahir l'organisme, et d'une reconnaissance adaptative. Alors, moi, j'aime bien penser à ça en termes de mémoire d'espèce et de mémoire individuelle. Ce que je veux dire, c'est que les récepteurs à la surface de nos cellules, de ces immunitaires qui permettent de voir les pathogènes, donc du côté inné, ces récepteurs non variables sont exprimés. Il y en a plein de différents qui voient différents motifs conservés dans le monde des pathogènes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris à reconnaître au cours de notre histoire en tant qu'espèce. L'évolution a fait que nous exprimons, que les mammifères expriment toute une collection de récepteurs spécifiques de différents signaux de danger. Donc il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont des dangers directs, donc qui sont exprimés par les pathogènes, qui sont reconnus directement, et des signaux indirects, donc des récepteurs qui vont reconnaître non pas les pathogènes, mais la conséquence de l'attaque des pathogènes sur les tissus, donc des choses qui ont cassé les cellules, par exemple de l'intérieur des cellules qui sont maintenant à l'extérieur, sont aussi reconnues par ce système-là. Et ça, c'est la reconnaissance innée du monde bactérien. Le deuxième type de signaux moléculaires qu'on doit reconnaître, c'est celui reconnu par l'immunité adaptative, qui est, lui, généré par, non pas au niveau de l'espèce, d'une mémoire d'espèce, mais une mémoire individuelle, c'est-à-dire à chaque fois on recommence cette diversité-là, qui est due à la recombinaison des parties variables du récepteur de lymphocyte B et du récepteur de lymphocyte T. Donc on part avec ces cellules naïves dont Alain vous a parlé, et on va sélectionner celles qui sont spécifiques pour l'antigène. Et on va apprendre, avec des réponses répétées au cours de notre existence, on va se créer un répertoire de cellules mémoire qui vont nous permettre de nous défendre de façon efficace contre les infections. Donc mémoire d'espèce et mémoire individuelle. Il faut les deux pour que le système immunitaire fonctionne de façon cohérente. Alors les cellules dendritiques, elles sont importantes parce qu'elles créent un lien entre ces deux niveaux de reconnaissance, puisque c'est elles qui vont permettre d'exprimer un certain nombre de ces récepteurs. Elles ne sont pas les seules, mais elles en expriment beaucoup. Et c'est elles qui vont présenter l'antigène au lymphocyte de façon à définir quels vont être ceux qui vont être expandus et qui vont permettre de nous répondre grâce à cette immunité adaptative. Ça, c'est illustré ici. Les cellules dendritiques, elles pressentent les antigènes au lymphocyte T et au lymphocyte B. Et cette reconnaissance, cette présentation, elle est de deux sortes très différentes, puisque Alain vous l'a expliqué aussi. Les lymphocytes T reconnaissent des peptides issus des antigènes qui sont présentés par les molécules du CMH, alors que les cellules B, elles reconnaissent par leurs anticorps, leurs immunoglobulines de surface, elles reconnaissent des déterminants présents sur les antigènes intacts. Donc il n'y a pas besoin de ce processing intracellulaire qui est nécessaire ici, c'est une reconnaissance directe, mais il y a quand même une présentation cellulaire. Et les cellules dendritiques sont impliquées aussi dans ce phénomène-là. Donc moi, je vais vous parler de ça plus en détail, en partant d'une approche que je mène depuis très longtemps, qui est celle d'associer la biologie cellulaire à l'immunologie. Et ça vient du fait qu'on a compris il y a une trentaine d'années que ces peptides-là, en fait, ils s'étaient générés à l'intérieur des cellules. Donc les cellules lymphocytes T voient des peptides qui sont générés à l'intérieur des cellules présentatrices d'antigènes, dont les cellules dendritiques. Et ça fait que la génération de ces petits bouts de molécules-là devient un problème de biologie cellulaire. Il faut comprendre où ils sont générés, comment ils sont générés, qu'est-ce qui détermine ça. Et ça, c'est un problème qui est très très important parce que dans le cas de lymphocytes T, ces peptides vont définir la sélection clonale, c'est-à-dire la sélection
des cellules T qui vont reconnaître ces peptides-là, qui vont être amplifiés de façon à répondre et vraiment nous protéger contre les infections bactériennes. Donc, peptides à l'intérieur de cellules, c'est de ça que je vais partir. Alors, les cellules dendritiques, elles jouent un rôle un peu particulier dans ce processus, puisque la présentation des antigènes, elle est impliquée à différents niveaux au cours d'une réponse immunitaire. Au niveau effecteur, Alain vous l'a dit pour le lymphocyte T cytotoxique, par exemple. Au niveau de la collaboration entre lymphocyte T et lymphocyte B, il y a aussi un phénomène de présentation des antigènes. Mais dans la phase initiale, la phase de sélection clonale, les seules cellules qui font ça de façon efficace, c'est les cellules dendritiques. Donc c'est vraiment leur spécialisation, elles font aussi beaucoup d'autres choses, mais ça c'est une fonction qui est vraiment unique et non redondante. Quand on n'a pas de cellules dendritiques, la sélection clonale ne se fait pas correctement. Donc on n'arrive pas à amplifier, on n'arrive pas à activer ces lymphocytes T naïfs qui n'ont jamais vu l'antigène et qui vont être à l'initiation de ce phénomène de sélection clonale, donc de réponse immunitaire adaptative. Alors, pour vous dire ça de façon un petit peu différente encore, les cellules dendritiques sont à la base de l'instruction par la sélection clonale et l'orientation de cette sélection clonale dans différentes voies, comme Alain vous l'a expliqué, pour les lymphocytes T et les lymphocytes B, parmi d'autres fonctions qu'elles ont. Donc, elles vont en quelque sorte sense, je ne sais pas comment on dit ça en français d'ailleurs, sentir l'environnement inflammatoire et l'environnement infectieux dans les tissus, détecter tout ça grâce à leurs récepteurs d'immunité innée qu'elles portent à leur surface et dans leur cytosol. Elles vont changer d'état et devenir ce qu'on appelle une cellule dendritique mature qui, elle, va devenir capable d'interagir avec et d'effectuer la sélection clonale et l'instruction du système immunitaire. Donc elles sont tout le temps en train de traduire ce qui se passe dans les tissus en termes immunologiques, en tout cas pour l'immunité adaptative. Donc, le premier niveau de complexité qu'il faut considérer quand on réfléchit à tout ça, c'est les programmes de maturation. Maturation, c'est ce changement d'état qui est illustré ici. Ce que vous voyez dans cette diapositive, qui est la même photo que je vous ai montrée tout à l'heure en plus petit, c'est que dans l'état immature, les molécules du CMH sont dans la voie endocytique, à l'intérieur des cellules, parce que c'est là qu'elles vont être chargées en peptides. Et quand on induit la maturation, en vert ici, c'est les molécules de classe 2 du CMH qui maintenant sont exprimées à la surface pour pouvoir interagir avec les lymphocytes T, présenter les antigènes aux lymphocytes T. Le rouge ici, qui est aussi comarqué dans les endosomes, dans la cellule immature, ce n'est pas le noyau, c'est les lysosomes. En fait, dans la cellule mature, les lysosomes se rassemblent dans une région très très compacte à côté du noyau, qui est le noyau, c'est ce qui est noir tout autour. Et en fait, on commence à comprendre, donc je vais vous présenter quelques résultats sur ce phénomène de clusterisation, d'assemblage des lysosomes au cours de la maturation. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les programmes de maturation sont multiples, il y en a plein de différents, et in vivo, donc selon le type de stimulation qu'on met, que ce soit du stress, des pathogènes différents, des signaux tissulaires différents, il y a une multitude de programmes et en fait les mélanges de signaux font de nouveaux programmes. Donc on a une espèce de continuum de programmes qui vont faire que ce phénomène de maturation, qui va avoir quelques caractéristiques communes, comme par exemple le fait que les molécules de classe 2 vont de l'intérieur à la surface, il y a plein d'autres choses qui sont différentes, des combinaisons de cytokines, de molécules de surface, de chémokines qui sont produites selon ce qui se passe dans l'environnement tissulaire. Et ça va déterminer le type de réponse qu'on va faire. Donc, premier niveau de complexité, les programmes de maturation. Deuxième, les sous-populations. Alain aussi vous en a touché un mot. Ces sous-populations ont des fonctions relativement conservées. Certaines sont modifiées par le phénomène de la maturation, puisque chacune de ces cellules dendritiques peut exister dans un état immature et dans un état mature, qui va être différent selon le type de maturation pour chaque sous-population. Et encore là, on est en train de découvrir un niveau de complexité énorme qui intègre maturation et sous-population pour permettre au système immunitaire d'adapter ses réponses adaptatives et faire des proportions de toutes ces cellules effectrices dont Alain vous a parlé, des proportions différentes qui répondent à des situations pathologiques complexes et différentes. Donc voilà un petit peu le principe et le rôle des cellules dendritiques, dit autrement, c'est ce que Alain vous avait déjà expliqué, dit un petit peu différemment. Donc je vais me concentrer aujourd'hui, je vous l'ai dit, sur l'interaction de ce phénomène de présentation antigénique entre cellules dendritiques et lymphocytes T. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est cette image qu'on a fait il y a quelques années. Ça, c'est des cellules dendritiques immatures. Et ça, c'est des cellules dendritiques matures, c'est celle-là en particulier. Et là, vous voyez comment elles interagissent avec des lymphocytes T naïfs. Ça, c'est in vitro, dans une plaque de culture. Les lymphocytes T, c'est les mêmes ici et ici.
mais les cellules dendritiques ont été traitées par du LPS pendant 24 heures. Donc c'est la seule différence. On a mis une quantité d'antigène conservée, on a fait très attention à ce que la quantité d'antigène soit la même dans les deux situations. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les cellules immatures, elles établissent des contacts avec les lymphocytes T, mais c'est des contacts qui sont transitoires et pas très étroits. Ces cellules en fait, vont être activées aussi par les cellules dendritiques immatures, elles vont s'activer, grossir, proliférer, mais elles ne vont pas se différencier en cellules effectrices. Par contre, la cellule mature, elle a un comportement très différent. Déjà, vous voyez qu'elle a ces dendrites qui étaient illustrés tout à l'heure et dans les dessins. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle envoie des dendrites dans toutes les directions de façon aléatoire tant que le lymphocyte T n'est pas trop proche. Et dès que le lymphocyte T s'approche, il y a une des dendrites qui entre en contact avec le lymphocyte T et la cellule dendritique de ce moment-là se polarise. Elle va du côté du lymphocyte, elle va vraiment l'embrasser avec ses dendrites et établir un contact. Le film se finit à ce moment-là, mais le contact établi ici va durer plusieurs heures, alors qu'ici, c'est des contacts qui durent seulement quelques minutes. On a analysé tout ça à l'époque, c'était au début des années 2000, et on a montré qu'en fait, il y a un vrai phénomène de polarisation qui est déclenché par un contact initial, et que le cytosquelette, c'est-à-dire l'actine principalement, à l'intérieur des cellules dendritiques, mature est très très importante pour permettre à faire tout ça. Ici, c'est une illustration quantitative de ce phénomène directionnel de projection de dendrites vers le lymphocyte T naïf et d'établissement de ce contact étroit. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est l'actine intracellulaire et vous voyez que ça forme une espèce de phagosome. C'est presque comme si le lymphocyte T était internalisé par la cellule dendritique. En fait, il n'est pas internalisé et ça finit par se rouvrir et le lymphocyte T finit par sortir. C'est dans ce contexte-là que se crée cette fameuse synapse immunologique. Donc, Alain va vous en parler plus en détail la semaine prochaine. Je vous l'illustre juste parce que c'est à partir de cette synapse-là qui s'établit avec la cellule dendritique dans le contexte de ce contact très étroit et de longue durée que va se faire tout l'échange d'informations au niveau des molécules membranaires, mais aussi des molécules sécrétées dans l'espace entre les deux cellules, et qui va permettre à la cellule dendritique d'informer le lymphocyte T sur le contexte inflammatoire dans les tissus, puisque tout ça se passe dans le ganglion lymphatique, comme Alain vous l'a expliqué. Cette synapse immunologique, elle a une organisation très, très bien définie, aujourd'hui assez bien comprise, dont Alain va vous parler en détail la semaine prochaine. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette synapse immunologique, ce phénomène de polarisation et d'interaction, il n'a pas lieu s'il n'y a pas le peptide spécifique reconnu par ce lymphocyte T. C'est donc ça la base de la sélection clonale, la base de la réponse adaptative de cette spécificité de reconnaissance immunitaire. Alors, ça aussi, Alain vous l'a dit, il y a deux grandes familles de lymphocytes, quand même, les CD8 et les CD4, qui ensuite peuvent se décliner en différents sous-types. Et ces deux familles de lymphocytes reconnaissent des peptides différents. Alors, dans des molécules du CMH différentes. Les lymphocytes CD8, c'est les molécules de classe 1 du CMH. Chez l'homme, c'est HLA A, B, C. Chez la souris, c'est H2D et K principalement. Et les lymphocytes TCD4 reconnaissent les peptides dans le contexte de molécules de classe 2 du CMH, DR, DP, DQ chez l'homme. C'est une première différence. Cette différence dans la nature de la molécule du CMH, c'est principalement dû, Alain aussi vous l'a dit, à la molécule de reconnaissance ou de co-stimulation qui sont CD4 ou CD8, donc qui permettent aux cellules de se rassembler, qui augmentent l'affinité des complexes, spécifiquement pour les molécules de classe 1 pour CD8 et pour les molécules de classe 1, 2 pour les CD4. Mais il y a une autre différence très importante, c'est que les peptides qui sont reconnus ne sont pas les mêmes. Ils sont de tailles différentes, ça aussi Alain vous l'a dit, et en fait ils ne sont pas générés au même endroit dans la cellule. Et c'est à ça que je veux venir. Cette diapositive là aussi est un peu redondante avec ce qu'Alain vous a dit. Il y a des acides aminés qui sont très importants pour que ces peptides puissent rester dans les poches des molécules du CMH. Pour vous donner une idée, il y a en général entre 1 et une petite dizaine de peptides par protéine qui peuvent rentrer dans la poche à peptides de ces molécules du CMH. Donc c'est un sous-groupe des peptides par rapport à l'énorme quantité qui peuvent être générées à partir de chaque protéine. Et donc les mécanismes de génération doivent être extrêmement précis et contrôlés, de façon à former vraiment les peptides qui sont là et à les charger sur les molécules du CMH. Il y a une différence principale, et ça, entre les peptides, enfin, il y a des différences de structure entre ces peptides-là pour les molécules de classe 1 et les peptides de molécules de classe 2, c'est la taille. En fait, la taille, dans ce cas-là, est très bien
déterminée est nécessairement entre 8 et 9 acides aminés, des fois 10, mais c'est 8, 9, 10, et pas plus. Dans le cas de molécules de classe 2, il n'y a pas de limite. En général, on trouve des peptides qui font entre 10 et 15 acides aminés, mais en fait, des molécules entières qui se déplient peuvent se lier aux molécules de classe 2 du CMH. Et cette différence est due au fait que la poche à peptides elle est fermée dans le cas de molécules de classe 1 et elle est ouverte sur les côtés dans le cas de molécules de classe 2 du CMH. Alors, il y a une règle que je voulais rappeler parce qu'on dit souvent de bêtises là-dessus, parce qu'au début du domaine, il y a une vingtaine d'années, on a pensé que les molécules, les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8 reconnaissaient des antigènes d'origine différente. Et en fait, la règle, elle est résumée là-dessus. Je pense que c'est important de garder ça en tête et pas autre chose. Alors, la règle est la suivante. Dans la plupart des cellules, alors, vous savez, toutes les cellules d'organisme expriment des molécules de classe 1 et certaines des molécules de classe 2. D'accord ? Donc, j'écarte les cellules dendritiques. Dans la plupart des cellules, les molécules, les antigènes extracellulaires sont reconnus par les lymphocytes, sont présentés aux lymphocytes TCD4. D'accord ? Ça, c'est la seule exclusion. La voie CD8 de présentation d'antigènes extracellulaires, elle est restreinte aux cellules dendritiques. C'est ça qu'on appelle la cross-présentation. Alors, elle a lieu à faible bruit dans d'autres types cellulaires, mais elle n'est efficace que dans les cellules dendritiques. Par contre, que ce soit dans toutes les autres cellules ou les cellules dendritiques, les antigènes intracellulaires sont présentés aussi bien au CD4 qu'au CD8. Et là, il n'y a pas de restriction. On a pensé dans un premier temps qu'il y avait une restriction, que les antigènes intracellulaires étaient mieux présentés aux lymphocytes CD8 sur les molécules de classe 1. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des exemples multiples. En général, les antigènes intracellulaires sont très bien présentés aux lymphocytes CD4, aussi bien dans les cellules dendritiques que dans les autres types cellulaires. Donc, voilà, le sujet du reste de ce que je veux vous dire, c'est la présentation antigénique croisée. Pour les autres voies, Alain vous les a introduits. C'est principalement les antigènes cytosoliques qui sont bien présentés aux molécules de classe 1 parce qu'ils sont transportés dans leur réticulum endoplasmique. Je ne vais pas revenir là-dessus. La présentation aux molécules CD4 s'est faite dans les endosomes. Et ça, c'est vrai pour les antigènes extracellulaires aussi bien que pour les antigènes intracellulaires qui sont aussi transportés vers les endosomes et les lysosomes. Par contre, pour la présentation antigénique croisée, je vais vous dire des choses un tout petit peu différentes de ce que vous dit Alain. Je vais un peu plus rentrer dans le détail pour ça. Alors, il y a deux grandes voies de cross-présentation, voie intracellulaire. La définition de la cross-présentation, c'est toujours des antigènes extracellulaires qui sont endocytés et présentés sur les molécules de classe 1 du CMH aux lymphocytes TCD8. Et ça peut arriver principalement par deux voies. Une voie qu'on appelle vacuolaire, parce que ça se passe dans les endosomes, et une voie qui s'appelle cytosolique, parce qu'il y a un intermédiaire cytosolique. La voie vacuolaire, c'est une voie qui est très semblable à la voie de présentation par les molécules de classe 2 du CMH. C'est-à-dire que les antigènes sont internalisés. Une fois dans les endosomes, ils sont cassés en petits morceaux, protéolysés. Et ces peptides-là, qui sont principalement chargés sur les molécules de classe 2, dans toutes les cellules, sont aussi éventuellement chargés sur les molécules de classe 1. Donc on voit ça in vitro sur les cellules dendritiques purifiées, sur d'autres types cellulaires éventuellement, mais c'est dans des conditions qui ne sont pas très efficaces. Et in vivo, il n'y a pas de bonne évidence que cette voie vacuolaire a vraiment lieu. Donc c'est une voie qui a été décrite. Moi, je pense qu'elle n'est pas, c'est pas la voie principale, et il n'y a pas, à ma connaissance, de bonnes données physiologiques qui montrent, ou pathologiques qui montrent que dans une souris ou dans un être humain, ça a vraiment lieu. Par contre, il y a pas mal de données qui suggèrent que cette voie cytosolique est d'une part plus efficace et d'autre part a lieu vraiment de façon in vivo au sein d'un organisme entier. Alors, cette voie-là, elle est très mal connue et c'est vraiment un de mes principaux sujets de recherche depuis une dizaine d'années, même plus, et encore aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'étapes qu'on comprend mal. Donc je vais essayer de vous expliquer quelle est la logique et qu'est-ce qu'on sait de cette voie de cross-présentation par la voie cytosolique aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous décrire ce qu'on sait chez la souris et ensuite le peu qu'on sait sur des cellules dendritiques humaines. Donc je vous l'ai dit, cette voie-là particulièrement, elle est vraiment restreinte aux cellules dendritiques. Il y a, et je vais commencer par des schémas un petit peu abstraits parce que vous allez comprendre ensuite pourquoi on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, cette voie-là, par définition, elle comporte une étape d'export des antigènes qui sont dans les endosomes et les phagosomes vers le cytosol.
Cette étape d'export, je pense qu'aujourd'hui, elle est bien caractérisée. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a lieu. On ne sait toujours pas comment elle a lieu. Quelle est la machinerie moléculaire qui permet aux antigènes de sortir vers le cytosol? Il y a eu quelques papiers, si vous faites une recherche PubMed, vous allez trouver des papiers qui disent des choses, mais ils disent des bêtises. Je crois que tout le monde s'accorde, même leurs auteurs, même c'est souvent comme ça en science, même s'il n'y a pas eu de démenti formel, on ne sait pas comment ça se passe. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. En tout cas, on est tous d'accord aussi que ça sort et qu'une fois que c'est sorti, le protéasome sait dégrader ces antigènes exportés depuis les endosomes en peptides. Alors après, on n'est là encore pas très d'accord entre nous pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors ce qu'Alain vous a dit, c'est que ces peptides sont transportés vers la lumière du réticulum par les transporteurs TAP et qui sont chargés sur des molécules de classe 1 par la même machinerie qui charge les peptides générés par le protéasome à partir d'antigènes endogènes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous pensé était vrai, mais il n'y a pas d'évidence expérimentale pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui pas de bonne évidence expérimentale pour montrer que les molécules de classe 1 sont chargées avec des peptides dans le réticulum endoplasmique au cours de la cross-présentation. Il y a de très bonnes évidences biochimiques pour montrer que ça, c'est vrai quand c'est des antigènes endogènes. Et ça a été montré par des biochimistes en Angleterre, Townsend est la personne qui l'a montré en premier. C'est dans le réticulum que sont chargés les peptides au cours de la présentation endogène. Par contre, pour la cross-présentation, personne n'est arrivé à montrer ça de façon convaincante. Pourtant, on a tous pensé que c'est comme ça que ça se passait jusqu'à il y a 5 ou 6 ans. Il y a 5 ou 6 ans, on a observé, nous et puis d'autres groupes, quelque chose qui a remis en cause un petit peu ce schéma très simple qui était qu'en fait, la cross-présentation utilisait la même machinerie dans le réticulum endoplasmique que la présentation endogène. Et ça a été le fait qu'on a trouvé que dans les phagosomes, il y avait aussi du TAP. Et il y avait aussi la machinerie de chargement, la même machinerie qu'Alain vous a décrit avec toutes ces molécules complémentaires qui aident le peptide dans le réticulum à être chargé sur molécules de classe 1 du CMH. On les retrouve aussi dans les phagosomes. Et on a décrit il y a quelques années le mécanisme par lequel ça a lieu. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a des vésicules qui sont issues du réticulum endoplasmique par une voie dépendante d'une molécule qui s'appelle SEC22B qui vont fusionner avec les phagosomes et qui vont apporter dans les phagosomes la même machinerie de chargement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si le chargement de peptides après export dans le cytosol et génération par le protéasome, si ça a lieu dans le réticulum ou dans les phagosomes. Et probablement les deux sont vrais dans des proportions qu'on comprend encore mal. Et c'est vraiment encore une des questions qui restent ouvertes aussi là-dessus. En tout cas, qu'ils soient chargés dans le réticulum ou dans les phagosomes, les molécules de classe 1 sont ensuite exportées vers la surface cellulaire pour être présentées en lymphocyte TCD8. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce processus? Il y a 4 facteurs que je pense être très importants dans ce fait que les cellules dendritiques savent faire ça et d'autres cellules ne le font pas bien. Ce n'est pas un déterminant simple, mais c'est un ensemble de caractéristiques de cellules dendritiques qui font qu'elles sont efficaces pour faire de la présentation croisée ou plus efficaces que d'autres cellules comme les macrophages ou les lymphocytes B. D'abord, l'export dans le cytosol. C'est une étape déterminante. Je vous l'ai dit, on ne sait pas comment ça se passe, mais on sait que c'est beaucoup plus efficace dans les cellules dendritiques que dans d'autres types cellulaires. Deuxièmement, la régulation du pH. C'est encore quelque chose que là, on comprend mieux aujourd'hui, comment le pH est régulé, mais qui est très très important pour qu'une cellule dendritique cross-présente un antigène de façon efficace. Le recrutement de protéines du réticulum vers les phagosomes, je vous en ai parlé aussi, c'est médié par SEC22. Et ensuite, et enfin, la fusion avec les lysosomes. Cette étape de fusion est très importante dans la dégradation des protéines phagosomales dans d'autres types de cellules. Dans les cellules dendritiques, c'est régulé de façon très fine et c'est très important qu'il n'y ait pas une fusion trop importante entre ces deux compartiments pour que la cross-présentation puisse avoir lieu. Donc, je vais essayer de vous décrire rapidement ce qu'on sait aujourd'hui de ces 4 facteurs de régulation de la fonction phagosomale dans les cellules dendritiques par rapport à la cross-présentation. Alors tout d'abord, le pH. On a montré il y a quelques années que le pH était régulé dans les phagosomes de cellules dendritiques par un équilibre entre 2 complexes multimoléculaires qui sont recrutés dans les phagosomes. Le premier, c'est la VATPase, c'est en fait la molécule qui permet le transport actif des protons vers les phagosomes, et donc l'acidification des phagosomes. Donc, recrutement de la VATPase depuis les endosomes tardifs principalement et les lysosomes. Et ça, c'est en équilibre avec le recrutement
d'un autre complexe multimoléculaire qui est la NADPH oxydase. C'est l'isoforme NOX2 qui est exprimé dans les cellules dendritiques et dans les cellules hématopoïétiques en général, et qui est recruté à partir d'un compartiment intracellulaire qui est aussi endocytique, mais qui est différent de ces compartiments-là, sous le contrôle d'une molécule qui s'appelle RAF27A, qui a aussi d'autres fonctions, mais qui est impliquée dans ce recrutement-là. Donc, selon la quantité relative de ces deux complexes, l'acidification va être régulée, la VATPase apporte les protons dans la lumière des phagosomes, NOX2 consume ces protons, enfin les élimine par une réaction qui s'appelle la dismutation, donc qui génère des formes réactives d'oxygène, H2O2 à partir d'oxygène et d'hydrogène, et qui va consommer des protons. Donc plus il y a de ça, moins le pH est acide, et plus il y a de ça, plus le pH est acide. Et il faut un équilibre entre ces deux complexes multimoléculaires pour maintenir un pH relativement neutre qui permette la cross-présentation. Si le pH est trop acide, il y a trop de dégradation et les cellules dendritiques perdent leur capacité à cross-présenter des antigènes. Ce mode de régulation du pH dans les cellules dendritiques permet de maintenir le pH entre 7 et 7,5 de façon prolongée après la phagocytose, qui est quelque chose, grâce à cet équilibre entre les deux complexes, qui sont amenés par deux voies différentes, de façon équilibrée. Et ça, c'est très différent de ce qui se passe dans les neutrophiles. Les neutrophiles, en fait, juste après la phagocytose, recrutent des quantités très importantes de NADPH oxydase dans leur phagosome, et ça permet au pH de monter, ça active des mécanismes de défense antibactériens, et ensuite, il y a une acidification très efficace, car le complexe se désassemble, c'est la VATPase qui est maintenant recrutés de façon très importante. Dans les macrophages, il n'y a pas cette phase d'alkylisation initiale, ils sont acidifiés tout de suite, et ça permet la dégradation des corps apoptotiques et d'autres types de bactéries, mais c'est totalement différent de ce qui se passe dans les cellules dendritiques. Donc, les cellules dendritiques maintiennent leur pH de façon différente, originale par rapport aux autres familles de phagocytes, et c'est une fonction qui est nécessaire, ce pH neutre qui dure longtemps, qui est nécessaire pour que la cross-présentation ait lieu de façon efficace. Le deuxième paramètre dont je voulais vous parler un tout petit peu plus en détail, c'est le recrutement des molécules du réticulum endoplasmique vers les phagosomes sous le contrôle de SEC22. Donc ça, on l'a montré aussi il y a quelques années. On a montré qu'en fait, si on fait un knockdown, un knockout de cette protéine-là, on perd la capacité des cellules à cross-présenter et on perd le recrutement du réticulum endoplasmique vers les phagosomes. Et ça, on l'a montré de différentes façons en immunofluorescence. Ça illustre, je pense, les résultats qui sont les plus convaincants. C'est de la microscopie électronique avec un marquage humain pour une molécule qui s'appelle PDI, une diestérase, une isomérase du réticulum endoplasmique qui est vraiment très très contrainte, qui ne se trouve pas ailleurs dans les cellules et qu'on peut marquer avec un anticorps spécifique. Donc on peut détecter cette PDI du réticulum endoplasmique dans les phagosomes. Vous en avez un exemple ici et la quantification est ici. Et quand on fait un knockdown de SEC22B, vous voyez que la quantité de PDI dans les phagosomes diminue de façon importante. On a fait ça pour beaucoup d'autres marqueurs par des approches différentes. Et à chaque fois, on a trouvé que quand SEC22 n'est pas exprimé dans la cellule dendritique, le réticulum endoplasmique n'arrive plus dans le phagosome et la cross-présentation est diminuée. Ça, c'est vrai pour une particule qui est ici des billes de latex, mais c'est aussi vrai dans le contexte d'une infection par un parasite qui est Toxoplasma gondii. Ce parasite, en fait, il induit le recrutement de réticulum de façon active une fois qu'il a envahi les cellules dendritiques. Et ça, on l'a ici illustré avec une autre méthode de marquage du réticulum endoplasmique basée sur la glucose 6-phosphatase. C'est un substrat de cette enzyme qui est aussi une enzyme spécifique du réticulum endoplasmique. Quand l'enzyme est présente, on voit ces précipités noirs ici dans le réticulum endoplasmique et ici dans une vacuole de Toxoplasma gondii. Et bien, on a montré que quand SEC22 n'est plus exprimé à des taux normaux, la quantité de réticulum endoplasmique, donc de glucose 6-phosphatase autour du parasite est diminuée. Et la conséquence là aussi, c'est que les antigènes du parasite ne sont plus cross-présentés de façon efficace. Donc, il faut du réticulum autour d'un phagosome ou autour d'une vacuole parasitaire pour que la cross-présentation soit efficace. Alors ça, c'est un des arguments. Donc, on ne sait pas très bien à nouveau quel est le mécanisme qui rend compte de ça. Il y a deux explications, et ça on l'a montré. La première, c'est que les antigènes ne soient plus exportés de façon aussi efficace. Et donc, ça on l'a montré, quand il n'y a pas SEC22, il y a moins de réticulum et il n'y a plus d'export vers le cytosol. Ça suggère que la machinerie d'export
depuis les phagosomes vers le cytosol, c'est une même machinerie, c'est une machinerie qui a son origine dans le réticulum endoplasmique. Mais on a, comme je vous l'ai dit, on ne sait toujours pas quelle est son identité. La deuxième explication, c'est que la machinerie qui vient du réticulum par cette voie SEC22 dépendante, elle est nécessaire au chargement du peptide, et qu'en fait le peptide est chargé dans le phagosome et non pas dans le réticulum endoplasmique, et qu'en fait ce défaut de présentation croisée en absence de SEC22, donc en absence de réticulum dans les phagosomes, elle soit due à un défaut de chargement. Mais on n'a pas pu aujourd'hui distinguer entre ces deux hypothèses, donc on ne sait toujours pas, et ça ne nous a pas permis de répondre à cette question-là. La fusion avec les lysosomes, c'est encore une fonction qui est très, elle, pas du tout spécifique des cellules dendritiques. Dans toutes les cellules phagocytaires, quand le phagosome se forme, des lysosomes fusionnent avec. Mais dans les cellules dendritiques, c'est régulé de façon très très fine, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres cellules comme les macrophages. Alors on a étudié ce phénomène aussi depuis quelques années grâce à une technique qu'on appelle le phagofax, qui est une technique assez intéressante, très pratique et très quantitative, qui se passe de la façon suivante. On prend une bille de latex qu'on va fonctionnaliser, par exemple, avec un antigène à sa surface, antigène dont on va vouloir suivre la dégradation, et on va permettre à une cellule dendritique de phagocyter cette bille de latex. Ensuite, on va casser la cellule de façon mécanique, de façon à casser la membrane plasmique de la cellule, mais à conserver le phagosome. Donc on va se retrouver avec un mélange de billes entouré d'une petite membrane de phagosome tout autour. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces particules-là pour faire du fax, comme on fait du fax avec les cellules, c'est-à-dire détecter ce qu'il y a à la surface du phagosome, ou en perméabilisant la membrane qui est autour, de détecter ce qu'il y a à la surface de la bille. Et donc, pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec ce type de technique, vous avez ici un marquage d'ovalbumine, qui est la protéine qui a été cotée à la surface des billes. Donc, quand on a un marquage fort pour l'ovalbumine, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ovalbumine sur les billes. Quand l'ovalbumine va être dégradée, les billes et les phagosomes vont descendre vers des zones où il y a un marquage moins important. Et l'ampin, c'est une molécule lysosomale. On a un anticorps contre la région cytosolique de cette molécule, et on va pouvoir faire un marquage de ces phagosomes depuis l'extérieur pour voir comment se fait la fusion entre lysosome et phagosome. Et ce que vous voyez, donc quand il y aura plus de lampin, ça veut dire que les phagosomes vont exprimer plus de marqueurs lysosomaux, donc il y aura une fusion entre les deux compartiments. Donc vous voyez qu'au cours du temps, quand on laisse les cellules phagocyter pour 30 minutes, 60 minutes ou 2 heures, on voit que les phagosomes perdent de l'ovalbumine et gagnent du lampin. Et ça illustre le fait que la protéine à l'intérieur est dégradée et les lysosomes fusionnent apportant ce marqueur lysosomal. Donc on a montré que des inhibiteurs de protéase inhibent ce signal-là, mais ce que ça nous a permis de montrer surtout, c'est que quand on traite les cellules dendritiques par du LPS, par exemple, c'est-à-dire qu'on déclenche un de ces programmes de maturation, on empêche la fusion entre phagosome et lysosome et on empêche la dégradation de l'ovalbumine. Vous avez ici une expérience où on compare des cellules dendritiques qui n'ont pas été traitées avec des cellules dendritiques traitées par du LPS ou traitées par du poly-IC. Les récepteurs correspondants sont TLR4 et TLR3. Et ce que vous voyez ici, c'est un marquage, dans ce cas, pour la dégradation d'ovalbumine. Donc les billes, au départ, elles s'expriment des fortes quantités d'ovalbumine. Et puis au cours du temps, quand on chasse, pendant 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, on voit qu'il y a des billes qui apparaissent qui expriment des quantités d'ovalbumine diminuées. Et ça, c'est parce que l'ovalbumine est en train d'être dégradée. Donc vous voyez qu'au cours du temps, on voit une dégradation de l'ovalbumine à la surface des billes, donc à l'intérieur des phagosomes. Quand on traite des cellules par du LPS, cette dégradation, l'apparition de cette population de billes qui sont peu marquées, donc la dégradation est fortement inhibée. Ce n'est pas le cas quand on traite des cellules avec du poly-IC. Donc quand on les active de deux façons différentes, on module de façon différente des fonctions phagosomales. En fait, le TLR3 et le poly-IC induit l'activation de cellules par d'autres critères tout aussi efficacement que le LPS. On a montré qu'en fait, c'est vraiment une inhibition de la fusion des phagosomes avec les lysosomes en faisant une analyse protéomique des deux compartiments, donc des phagosomes dans les cellules immatures, donc qui ont des caractéristiques qui dégradent bien, et dans les cellules matures qui dégradent moins bien. Et on a montré que dans les cellules immatures, on trouve tout un tas de protéines lysosomales, comme la VATPase, l'ampin dont je vous ai parlé, des enzymes CD63, qui est aussi une protéine résidente des lysosomes, ou des enzymes impliquées dans la dégradation de différents types de produits dans les lysosomes, alors que dans les cellules matures, on trouve beaucoup moins de ces protéines-là enrichies, et on trouve des protéines qui sont reliées aux endosomes précoces, et en fait aussi au réticulum endoplasmique. Donc,
au cours de la maturation, selon la façon dont les cellules dendritiques maturent, le programme et les fonctions phagosomales sont contrôlés de façon différentielle. En essayant de comprendre ce qui se passait, je vais vous montrer encore quelques films pour pas que vous vous endormiez complètement. Ce qu'on regarde ici, c'est une cellule dendritique immature dans ce cas. LifeAct GFP, LifeAct c'est une forme d'actine qui permet de voir en vert de façon plus marquée l'actine polymérisée. Et donc l'actine, le LifeAct, cette forme d'actine GFP est exprimée dans les cellules dendritiques. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la VGA qui est un marqueur lysosomal. D'accord ? Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va donner des billes de latex à ces cellules dendritiques. Voilà, ça c'est le début du film. Il y a une bille qui va apparaître par là, quelque part. Voilà, ça c'est une bille qui est rentrée, que vous pouvez suivre, qui devient rouge très très vite. Vous voyez que les autres billes qui sont là sont aussi devenues rouges très vite parce qu'elles sont fusionnées avec les lysosomes. Et en fait, la fusion est très très rapide. Je pense que vous pouvez voir différentes billes à différents endroits. Il y en a qui rentrent ici dans cette région de la cellule aussi. Vous allez les voir maintenant. Voilà, il y en a qui rentrent là. Et crac, elles deviennent rouges tout de suite. Là, il y en a d'autres qui sont rentrés qui vont devenir rouges très vite. C'est la fusion en temps réel entre les phagosomes et les lysosomes. Quand on regarde ça dans des cellules dendritiques matures, traitées par du LPS cette fois-ci, donc c'est celles qui ne sont pas capables de faire la fusion aussi rapidement, vous allez voir que les billes, elles vont s'accumuler, elles ne vont pas devenir rouges, elles vont être près de cette région centrale que je vous ai montrée tout à l'heure, qui sont les lysosomes, cette fois clusterisés dans une région centrale, et les billes, en fait, elles restent vertes pendant toute la durée du film, c'est-à-dire qu'elles ne fusionnent pas avec les lysosomes. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une corrélation complète entre la capacité des cellules dendritiques à clusteriser leurs lysosomes et l'incapacité à fusionner avec des phagosomes. En fait, ce qui se passe, c'est que les cellules dendritiques, elles séquestrent leurs lysosomes dans une région centrale qui forme une espèce de cluster central très compact, et les lysosomes dans cet endroit-là deviennent incapables de fusionner avec les phagosomes. Quand on quantifie dans les cellules traitées par du LPS ou les cellules immatures, celles qui ont des lysosomes dispersés ou des lysosomes clusterisés, dans les cellules immatures, la plupart sont des lysosomes dispersés dans la cellule et toutes fusionnent avec les phagosomes. Ça, on est en train de quantifier le pourcentage de cellules qui ont fusionné en rouge et qui n'ont pas fusionné en vert. Par contre, dans les cellules matures, une moitié de cellules à peu près ont encore des lysosomes dispersés et une moitié de cellules ont des lysosomes qui, cette fois, sont clusterisés dans cette région centrale, et ceux qui sont clusterisés ne fusionnent pas avec les phagosomes. Donc, c'est une espèce de régulation géographique ou topologique de la fusion entre les deux organelles par la distribution des lysosomes dans la cellule dendritique. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit, j'ai enlevé les diapos parce que je me suis dit que ça allait être trop long, et de fait, ça allait être trop long, c'est que ce phénomène de fusion, il est aussi spécifique des phagosomes. Et je ne vous montre pas les données, mais en utilisant cette même technique de phagofax, on a été capable de distinguer à l'intérieur d'une cellule dendritique des phagosomes qui avaient un ligand de TLR, qui avaient du LPS, ou des phagosomes qui n'avaient pas de LPS, dans la même cellule. Et on a pu montrer que là, le phagosome, le ligand à l'intérieur du phagosome, dans la même cellule, déterminait le comportement de ce phagosome-là. Et ça, c'était très important parce que c'est une hypothèse qui avait été proposée il y a quelques années par Ruslan Mezitov, qui permet de distinguer une cellule dendritique, une bactérie, c'est-à-dire quelque chose qui va être reconnu de façon active par le système immunitaire inné, qui a des récepteurs spécifiques, ou une particule qui n'est pas d'origine infectieuse, par exemple une cellule morte de l'organisme, et va permettre à la cellule dendritique de présenter de façon différentielle et de façon plus efficace les antigènes provenant de bactéries, donc celles qui portent des ligands de TLR. Je voulais mentionner ça parce que c'était une implication, une conséquence de ce travail-là que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Il y a une distinction au niveau phagosomal, une autonomie des phagosomes dans les cellules dendritiques. Celles qui contiennent des bactéries et celles qui contiennent des corps apoptotiques ne se comportent pas de la même façon. Donc, ce n'est pas seulement le programme global et l'activation des cellules dendritiques, mais c'est même au niveau de chaque phagosome que ça peut être contrôlé. Alors, le dernier point que je voulais commenter, c'est l'export dans le cytosol. Je vous l'ai dit déjà 4 ou 5 fois, on ne sait pas comment ça se passe. Ce n'est pas que ça m'obsède, mais c'est vraiment, si ça m'obsède, c'est la question. C'est rare qu'on ait en science, je crois, des questions sur lesquelles autant de gens travaillent depuis aussi longtemps qu'on n'arrive toujours pas à régler. Et ça, le transport vers le cytosol, ça a été décrit au début des années 90 par un monsieur qui s'appelle Ken Rock.
qu'il a décrit de façon très indirecte. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des toxines ribosomales, il les a collées à des billes et il a montré que quand un macrophage, une cellule dendritique, phagocyte une particule, la toxine devient plus active que si la toxine est donnée sous forme soluble. Donc ça montrait d'une part que la toxine peut aller dans le cytosol, elle ne peut être toxique que s'il est transporté, c'est les ribosomes dans le cytosol, et que si on la colle à un phagosome, c'était plus efficace que si elle était rentrée par une voie soluble. Il a montré ça, et puis on n'a pas su grand-chose de ça après pendant plusieurs années, jusqu'au moment où un autre investigateur très important dans le domaine, Colin Watts, a montré en utilisant de l'immunofluorescence et de la microscopie confocale que la macropinocytose, qui est un phénomène très proche de la phagocytose, aussi augmentait l'efficacité de transport vers le cytosol. Il a fait ça dans des macrophages. Il a montré que quand on inhibe la macropinocytose, le transport vers le cytosol, cette fois par diffusion du marquage, était aussi inhibé. Dans les cellules dendritiques, c'est efficace et constitutif. Dans les macrophages, ça peut être induit quand on induit la macropinocytose. Et ensuite, nous avons, au milieu des années 2000, utilisé du fractionnement subcellulaire, de la microscopie électronique, pour redémontrer que c'était encore un sujet très discuté, parce que les gens disaient c'est peut-être du bruit de fond, les cellules sont peut-être en train de mourir. Il y avait une espèce de scepticisme autour de ça. Et nous, on a utilisé des modèles plus contrôlés, des arguments plus solides de la biochimie, de la quantification, pour vraiment montrer que cet événement-là a lieu dans les cellules dendritiques, et qu'en fait, c'est plus efficace dans les cellules dendritiques que dans d'autres types cellulaires, et que ça dépend de la taille des antigènes. Que les petits, enfin des molécules qui vont être exportées, les petites molécules sont exportées de façon plus efficace que les grandes. C'est quelque chose, et encore là, on n'a pas su l'exploiter et l'amener au niveau moléculaire encore. L'équipe de Peter Creswell, en fait, a reconstitué ça in vitro, dans des phagosomes isolés, et ils ont proposé que ce soit la même machinerie qui, dans le réticulum endoplasmique, fait de la rétrotranslocation. C'est un complexe qui s'appelle SEX61, qui permet aux molécules qui sont mal repliées dans le réticulum de ressortir dans le cytosol. Il a proposé que ce soit le même processus qui est lié dans les phagosomes. Et en fait, c'est ça, je vous disais que même lui, aujourd'hui, il pense que ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, ça a été montré depuis que même dans le réticulum endoplasmique, SEX61 n'est pas le système de rétrotranslocation, et que les modèles et les molécules qu'on avait utilisées pour montrer ça n'étaient pas spécifiques, et donc ça, c'est un peu tombé à l'eau. Et alors, en fait, le domaine est en train de bouger pas mal dernièrement, parce qu'on a mis au point, en collaboration avec une équipe à l'Institut Pasteur qui s'appelle, ça y est, j'ai un trou, Jost Eninga, une méthode de détection de ce transport cytosolique qui est une méthode quantitative, que lui avait développée pour d'autres choses, c'est des bactéries qu'on a adaptées avec lui aux cellules dendritiques et aux antigènes un peu inertes. Et en fait, ça, c'est basé sur un truc de microscopie à fluorescence. Il a un substrat qui s'appelle le CF4, qui est un substrat qui rentre dans la cellule, qui est perméable aux membranes, et qui, une fois dans le cytosol, est estérifié. Et donc, il devient imperméable. Et donc, il est bloqué dans le cytosol des cellules. Donc, on peut mettre le substrat, laver, et on a une cellule qui exprime ce substrat dans le cytosol. Ce substrat, il fait du fret, c'est-à-dire qu'il a deux fluorochromes qui, quand ils sont tout près, permettent un transfert d'énergie et une fluorescence différente. Quand on met la bêta-lactamase, qui est l'enzyme qui va cliver ce substrat, la bêta-lactamase clive de façon spécifique ce substrat et fait un défret. Donc il inhibe ce signal de fret. Et donc on le détecte par fluorescence, on peut le détecter en microscopie confocale ici. Vous voyez qu'avant l'incubation, ça fluoresce en vert, et après 1h30, ça fluoresce en bleu, ce qui veut dire que le fret a été cassé, et ça c'est dépendant de la bêta-lactamase, et c'est inhibé par SEC22, que je vous disais, inhiber le transport dans le cytosol. Donc on sait suivre aussi aujourd'hui, on peut le faire en fax, de façon spécifique, le transport d'une bêta-lactamase vers le cytosol. Et ça nous a permis de commencer à l'étudier et à caractériser. On a fait des screens moléculaires, des screens chimiques, on a des molécules qui le régulent. Donc je pense qu'on va arriver enfin à comprendre le mécanisme moléculaire, on n'y est pas encore, mais on a pu apprendre quelques petites choses là-dessus. Une des choses qu'on a appris, c'est qu'il y a une molécule qui s'appelle RAP6, qui régule ce transport vers le cytosol. C'est une molécule qui est impliquée dans des phénomènes de transport intracellulaire. Il est impliqué à deux niveaux principalement. Le premier niveau, c'est dans le transport rétrograde entre le Golgi, entre les endosomes, le Golgi et le réticulum endoplasmique, mais dans le sens vers le réticulum. C'est pour ça qu'on l'appelle rétrograde, parce que le transport principal, il est antérograde, il va du réticulum vers la surface et vers les endosomes. Donc cette molécule-là est impliquée dans ce transport rétrograde. Il est aussi impliqué dans les endosomes, on le trouve
dans les endosomes et les phagosomes, mais on ne sait pas très bien à quoi ça sert dans ces compartiments-là. Et nous, ce qu'on montre, c'est que, ça c'est juste pour la manip contrôle, on a des souris qui ont un allèle floxé, donc avec une forme inductible de knockout, de knockdown. Donc on peut éteindre l'expression en utilisant du tamoxifène. Et là, on montre qu'effectivement, quand on met les cellules dendritiques dans du tamoxifène, on éteint l'expression de cette molécule-là. La première chose qu'on a montré, c'est que quand on fait ça, on inhibe la présentation croisée. Donc là, on est en train de détecter l'activation d'un hybridome T avec de l'ovalbumine soluble. On inhibe, quand on a éteint l'expression de RAP6, la présentation croisée. Et en fait, on inhibe aussi, et là, c'est une représentation un peu différente de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est la même chose. C'est une représentation d'une analyse par fax de ce transport dans le cytosol. Donc sans bêta-lactamase, avec bêta-lactamase, on voit que les cellules qui sont ici, enfin toutes les cellules qui augmentent en fluorescence, ici c'est un ratio un peu compliqué, mais peu importe, ont transporté la bêta-lactamase vers le cytosol. Et on voit que quand on met du RAP6, on a une inhibition de ces cellules qui transportent de la bêta-lactamase de façon forte. Ça, c'est une illustration de 3 expériences indépendantes qui ont montré toutes 3 une inhibition. Donc RAP6 est nécessaire pour cet export vers le cytosol. On est en train d'étudier aujourd'hui quelles sont les molécules qui interagissent avec RAP6 pour essayer de comprendre quels sont les substrats qui agissent là-dessus. Donc voilà, j'étais un petit peu plus long que je ne pensais, évidemment, comme toujours. Les 4 facteurs principaux, les données que je vous ai montrées, en fait, les données nouvelles, c'est cette dépendance de RAP6 pour l'export en cytosol, et puis la régulation de l'activation de la maturation, la régulation de la maturation phagosomale par l'activation des cellules dendritiques. Ce que je voulais juste commenter dans une dernière 5 ou 10 minutes, c'est la spécialisation au niveau des sous-types de cellules dendritiques. Chez la souris, Alain vous l'a dit, il y a une spécialisation pour la cross-présentation. Les cellules qui cross-présentent les antigènes de façon efficace sont principalement 2 sous-types dans des conditions non inflammatoires, qui sont les lymphocytes, les cellules dendritiques résidentes de type CD8 positive et les CD103 dans les tissus. En fait, c'est deux populations de cellules dendritiques qui sont reliées de façon ontologique, c'est les équivalents dans les tissus ou dans les organes lymphoïdes, et toutes les deux cross-présentent des antigènes de façon relativement efficace. Les cellules inflammatoires, les cellules dendritiques inflammatoires dérivées des monocytes, aussi sont capables de cross-présenter les antigènes, mais on comprend moins bien ce qui se passe dans ces cellules-là. En tout cas, dans ces 2 types de cellules, on a montré que, d'abord, celles-là maintiennent un pH alcalin dans leur phagosome, celles qui cross-présentent, et celles qui ne cross-présentent pas, elles acidifient leur phagosome. On a aussi montré qu'en fait, les cellules CD8 positives, elles sont capables de transférer les antigènes exogènes vers le cytosol mieux que les cellules CD8 négatives. Donc au moins pour ces 2 facteurs-là, qui sont 2 des 4 paramètres importants que je vous ai décrits tout à l'heure, il y a une spécialisation dans les cellules CD8, CD8 positives, quand on les compare aux cellules dendritiques CD8 négatives. Et en fait, dans le cas du pH, on a étudié le mécanisme en détail et on a montré que cette différenciation entre cellules CD8 positives et cellules CD8 négatives, cette différence dans la régulation du pH qui détermine une différence de cross-présentation, enfin qui est au moins un des paramètres qui détermine une différence de cross-présentation, il est contrôlé par l'équilibre entre 2 molécules cytosoliques qui s'appellent RAC, RAC1 et RAC2. Ce sont 2 molécules qui régulent le cytosquelette d'une part et le recrutement d'un complexe, ce même complexe dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle NOX2, la NADPH oxydase. Elles vont réguler le site d'assemblage de la NADPH oxydase vers les phagosomes ou vers la membrane plasmique. RAC1 contrôle l'assemblage vers la membrane plasmique et ça c'est la voie prédominante dans les cellules CD8 négatives. Et ça empêche ce complexe-là de s'assembler sur les phagosomes et donc de neutraliser l'acidification des phagosomes qui est médiée par la VATPase. Donc dans les cellules CD8 positives, cellules dendritiques CD8 positives, RAC2 permet un assemblage du complexe dans les phagosomes et une inhibition de l'acidification par la VATPase. Et donc ça, c'est ce qui sous-tend la spécialisation de la régulation du pH entre cellules CD8 positives et cellules CD8 négatives. La deuxième chose, c'est juste pour vous illustrer ce que je vais vous dire très rapidement chez l'homme, c'est le transport cytosol. Donc là, on est en train de quantifier, toujours par cette même méthode de bêta-lactamase et immunofluorescence, le transport dans les cellules CD8 positives et CD8 négatives. Vous voyez qu'il y a une belle différence dans l'efficacité du processus entre ces 2 cellules. Et donc,
Ce qu'on sait chez la souris, et là encore, je vous ai donné ça de façon très très résumée et sommaire, c'est qu'entre cellules dendritiques CD8 positives qui cross-présentent et CD8 négatives qui ne cross-présentent pas, l'export dans le cytosol et la régulation du pH sont régulés de façon différentielle. Et en fait, je vous dis ça parce que je voulais vous toucher un mot sur cette spécialisation des cellules dendritiques chez l'homme, dont vous avez pu comprendre, d'après ce qu'avait dit Alain, qu'il y a une équivalence entre homme et souris. C'est vrai pour certains paramètres et ce n'est pas vrai pour d'autres. En fait, c'est vrai pour l'organisation globale des familles de cellules dendritiques de façon ontologique. C'est-à-dire qu'on retrouve une homologie de sous-population quand on regarde le transcriptome, les mêmes familles de cellules dendritiques chez la souris et chez l'homme. Mais au niveau fonctionnel, en fait, c'est très très différent. Et bien que tout le monde avait fait le schéma, que c'était un peu pareil, nous on est en train d'étudier ça en détail, on trouve que c'est différent. C'est encore un sujet qui est débattu, mais je vais vous donner quelques arguments pour lesquels je pense que c'est vraiment différent, en prenant comme exemple ici la cross-présentation. Donc, chez l'homme, l'équivalent des cellules CD8 positives, c'est les cellules BDCA3 positives dans le sang. Et ça, il y a des très bons arguments d'analyse de profils d'ARN globaux de cellules. Les cellules BDCA3 ressemblent globalement aux cellules CD8 positives chez la souris. Donc là, il n'y a pas de discussion. Et ça a été montré dans une série de papiers, dont 4 papiers dans JXmed qui sont parus en 2010, qui montraient tous qu'il y avait une équivalence ontogénique et de programmes transcriptionnels, et qui tous 4 disaient qu'il y avait aussi une équivalence fonctionnelle en termes de cross-présentation. Mais en fait, quand on va un petit peu dans le détail de ces papiers, on voit que ce n'est pas très très convaincant. Alors évidemment, c'est plus évident pour les aficionados comme moi de cross-présentation, il n'y avait pas tous les contrôles. En fait, une des choses qu'on doit faire pour voir cette différence, c'est activer les cellules dendritiques. Quand on prend dans le sang les 2 sous-types de cellules dendritiques, elles ne cross-présentent pas. Il faut les activer. Et les méthodes d'activation qui étaient faites dans les 4 papiers étaient des méthodes d'activation qui activaient mieux ces cellules-là parce qu'elles avaient les bons récepteurs que ces cellules-là. Et donc, ce n'était pas très très convaincant. Et donc, on s'est dit, une des raisons pour lesquelles ce n'était pas très convaincant, c'est que dans le sang, il y a très très peu de cellules, sur toutes celles-là, il y a très 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 peu de cellules, donc c'est extrêmement difficile de faire ça techniquement. Donc, ce n'était pas seulement du manque de sérieux, enfin, ce n'était pas du tout du manque de sérieux par ces 4 équipes, c'est juste que c'était des manips très très difficiles. Il n'y avait pas d'effet dose, il y avait très peu de donneurs, il n'y avait pas beaucoup de contrôle. Donc, on s'est dit qu'il fallait réexaminer cette question-là et vraiment être sûr. Et on est parti vraiment pour le faire et pour faire la biologie cellulaire comme on l'avait fait chez la souris et pour montrer que ça, c'était vrai. On n'était pas du tout parti pour montrer que ça n'était pas vrai. Ce qu'on a fait, en tout cas, c'est que, dans un premier temps, on s'est dit il faut valider nos conclusions chez la souris et voir si chez l'homme, les mêmes principes que je vous ai décrits, ces 4 facteurs qui déterminent la cross-présentation dans les cellules CD8 positives, au moins ces 2, le pH et le transport cytosol, est-ce que c'est vrai chez l'homme? Et ça, on l'a fait dans un modèle de culture in vitro pour avoir assez de cellules et pas de contraintes avec des donneurs différents, etc. Et on a utilisé une méthode de culture qui avait été décrite par Jacques Bonchereau, en fait, il y a une quinzaine d'années, où il prend des PBMC, de ces 34 de PBMC du sang, et il les cultive 8 à 9 jours en présence de GM-CSF, LAT3 ligand et TNF. Et ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que vous produisez 2 populations de cellules, une population qui refuse CD1A et une population qui refuse CD14. Et la raison pour laquelle on a pris ce système-là, c'est que Jacques Bonchereau avait montré à l'époque que ces cellules-là cross-présentaient de façon efficace et ces cellules-là ne cross-présentaient pas. Et nous avons refait la même chose et nous avons réobtenu le même résultat, comme quoi 2 fois ça marche. Les cellules CD1A cross-présentent, c'est un antigène différent avec un lymphocyte T différent, et les cellules CD14 ne cross-présentent pas bien. Ça, c'est le peptide, donc ça, on donne un antigène soluble qui doit être processé, et là, on donne le peptide, donc c'est le contrôle, qui est quand le lymphocyte, la cellule dendritique, active les cellules, l'activation, l'étape d'activation finale est aussi efficace avec les 2 cellules. Donc c'est nécessaire toujours de faire en parallèle ces 2 expériences si on veut vraiment dire que c'est la cross-présentation et non pas l'interaction avec le lymphocyte T qui est différente. Donc ça, c'était très bien. On a montré que quand on incube les cellules avec le peptide qui doit être processé et de la lactacystine, est un inhibiteur du protéasome, ça inhibe. Ça dit que ça doit passer par le cytosol, c'est vraiment une voie dépendante du protéasome et pas une voie vacuolaire. Donc c'était comme ça avait été décrit alors que le peptide court n'est pas affecté par la lactacystine. Alors on a pris ces cellules-là et puis on a refait toute la biologie cellulaire que je vous ai déjà montrée. La cross-présentation, c'est ce que je vous ai montré. Le pH dans les phagosomes, la production d'oxygène réactif, je ne vous l'ai pas montré. La localisation de cette NADPH vers les phagosomes et le transport dans le cytosol. Et on a trouvé que ces 2 populations se comportaient comme chez la souris. Donc il y avait une spécialisation qui était équivalente en termes de cross-présentation et de biologie cellulaire
Les pH dans le phagosome, il est neutre dans les CD1 qui cross-présentent et acide dans le CD14 qui ne cross-présentent pas comme chez la souris. Le transfert au cytosol aussi est différentiel, c'est un très bon argument. Donc ça collait, nos conclusions étaient valables dans des cellules dendritiques humaines. Et donc, riche de ça, on a été voir ce qui se passe dans les cellules humaines fraîches et dans les sous-populations. On n'a pas pris le sang parce que le nombre de cellules qu'on a est trop faible pour faire de la biologie cellulaire. On a pris des amygdales. Et on a pris des amygdales de gens qui n'étaient pas infectés, donc c'est des problèmes de sommeil, donc c'est des gens qui n'avaient pas d'infection. Il n'y avait aucune évidence d'infection dans les amygdales, et quand on prend les cellules dendritiques, elles sont un phénotype tout à fait immature et pas un phénotype activé. On a isolé dans les amygdales 4 populations de cellules, dont je vous passe les détails expérimentaux, des PDC, donc des plasmacytoid dendritic cells, des macrophages, les BDCA1 positives et les BDCA3 positives, comme dans le sang, il n'y en a pas vu de différence notable, sauf qu'on arrive à avoir beaucoup plus de cellules. Et on a testé la cross-présentation et la biologie cellulaire dans ces 4 populations-là. Vous avez ici un des résultats, je vous montre un petit nombre de résultats de cross-présentation. Donc ça, c'est un antigène soluble, donc qui est endocyté par toutes les cellules. Vous voyez que les BDCA1, les BDCA3 et les PDC sont capables de cross-présenter cet antigène de façon équivalente. Le peptide court, il est aussi présenté de façon équivalente. Les macrophages, par contre, sont moins efficaces pour cross-présenter cet antigène, mais ils sont aussi un peu moins efficaces pour présenter les peptides. Donc je ne tirerai pas de conclusion sur les macrophages. En tout cas, dans les 3 sous-types de cellules dendritiques, nous n'avons pas vu de différence de cross-présentation pour cet antigène soluble, pour un deuxième antigène soluble et pour un antigène aussi associé à des cellules nécrotiques ou apoptotiques. Donc nous n'avons pas pu mettre en évidence de sélectivité comme on l'avait vu chez la souris. Si vous faites la même expérience chez la souris, les PDC ne cross-présentent rien du tout, l'équivalent de BDCA1 cross-présente mal, et celle-là cross-présente de façon très efficace. Donc nous n'avons pas retrouvé chez l'homme, dans des cellules dendritiques d'organes lymphoïdes, cette sélectivité de présentation qui avait été montrée dans le sang après activation. Il y a maintenant un certain nombre de papiers qui montrent que dans le sang, si on active les cellules BDC1 de façon correcte, avec d'autres types d'activation, on arrive à avoir de la cross-présentation aussi. Donc dans les amygdales, il n'y a pas besoin de présentation. Il se passe quelque chose probablement entre le sang et les organes lymphoïdes qui fait que les cellules dendritiques n'ont plus besoin d'être activées in vitro. Il suffit de les sortir de là et elles cross-présentent de façon efficace directement. Et on a refait toute la biologie cellulaire, dont je ne vous montre pas les détails, mais la conclusion, c'est qu'encore une fois, on a une très bonne corrélation entre production de ROS dans les phagosomes, pH dans les phagosomes, transfert dans le cytosol et cross-présentation. Mais cette fois, les 3 populations de cellules sont capables, donc ont un pH neutre, pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire là, ont un pH neutre et un transfert dans le cytosol efficace dans les 2 populations de cellules dendritiques, contrairement à ce qui se passe chez la souris, où il y a vraiment une différence en termes de biologie cellulaire et de cross-présentation. Donc au moins pour cette fonction de la cross-présentation, nous n'avons pas trouvé de spécialisation fonctionnelle comme on l'avait trouvé chez la souris. Pour vous donner un deuxième exemple que je ne vous montrerai pas de façon expérimentale, mais qu'on est en train de faire en ce moment, chez la souris, les cellules BDCA3 sont celles qui produisent de l'IL-12. C'est très très clair, les CD8 positifs font de l'IL-12, les CD8 négatifs font presque pas d'IL-12, ça a été montré dans plein de situations différentes. Chez l'homme, celles qui font de l'IL-12 en grande quantité, c'est les BDCA1 et pas du tout l'équivalent des CD8 négatifs. Pardon, CD8 positifs, vous allez être aussi embrouillé que moi. Donc, pour l'IL-12, ça ne colle pas non plus. Retenez ça. Donc, je pense il n'y a pas beaucoup de fonctions en fait pour lesquelles ça a vraiment été montré une conservation fonctionnelle. Donc en termes de sous-types de cellules dendritiques, ça a l'air conservé, mais les fonctions n'ont pas l'air conservées d'après ce que nous on a pu voir et de ce que les autres commencent à trouver aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai parlé en détail seulement d'une de ces interactions qui est l'interaction avec les lymphocytes TCD8 des cellules dendritiques. Vous avez vu le niveau de complexité. On a commencé à étudier le problème ou à approcher le problème des sous-populations et le problème de la maturation, dont je vous ai aussi un tout petit peu parlé. Il faut vraiment voir que
le niveau de complexité d'intégration, je pense, ne sera pas étudiable dans de tels niveaux de détail. Donc on va juste définir des grands principes et ensuite on va essayer d'imaginer ce qui peut se passer in vivo où on a un mélange de tous ces signaux qu'in vitro on donne de façon extrêmement purifiée. In vivo, c'est un mélange et un équilibre entre les différents et probablement aussi entre toutes ces fonctions. Je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir. Moi, ça m'amuse, mais c'est un peu déprimant sur le fond. Voilà, je finis juste en vous montrant les personnes les plus importantes. Tout ce que je vous ai montré, c'est le travail de plein de gens qui ne sont plus dans le labo. Je ne vais pas vous les citer en détail parce que ça a été publié. Dans ce que je vous ai montré de non publié, c'est principalement João Magalhães qui a fait tout le travail sur RAP6 et Elodie Segura qui a fait tout le travail sur les cellules dendritiques humaines. Voilà, les autres sont des collaborateurs qui nous ont permis de faire tout ça et qui ont été absolument essentiels pour tout ce travail. Je vous remercie pour votre attention et votre patience.